Alors, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Est-ce que vous me recevez toujours? Si vous me recevez, faites-moi signe. Ok, d'accord. Donc, j'espère que vous allez très 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 bien. Alors, je suis très content de vous revoir encore en Meet. Ça fait très très longtemps, disons 2 à 3 mois, qu'on s'est pu retrouver dans un environnement comme ça en Meet pour discuter entre devs. Alors, aujourd'hui, nous débutons officiellement les activités de Discutons entre devs avec la saison 3 qui débute aujourd'hui avec ce Meet, où nous allons parler d'un sujet assez intéressant, assez enrichissant, avec un guest, avec un invité de qualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécu. Pas le sécu de Tokan, pas le sécu d'Apapa, pas le sécu de Figurose d'Agla, non, 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 on va parler de sécurité aujourd'hui. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. J'ai une petite expérience entrepreneuriale. Bon, ça, c'est encore embryonnaire. Alors, je ne serai pas seul ce soir, je serai avec Eddy. Je vais le laisser la parole, il va se... Et il va aussi nous aider à aider l'invité à se présenter. Et aussi présenter le sujet qu'on aura à faire ce soir. Alors, Eddy, je te laisse la parole et asseyez-vous confortablement, prenez du café, du thé, du jus, tout ce que vous voulez, car ça sera intéressant ce soir. Merci et à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jacob, merci pour votre présence. Alors moi c'est Eddie Adeyanju, je suis dans ce mythe co-modérateur et développeur web. Donc dans ce mythe nous allons parler de WASP Top 10, c'est un sujet très intéressant comme Jacob l'a dit tout à l'heure. Alors ça se retrouve disons à la frontière de sécu et de développement parce que ce qu'on va voir tout à l'heure c'est comment appliquer les recommandations de ce référentiel-là en tant que développeur dans les applications qu'on utilise. Et en fait, quand vous construisez par exemple une application web ou mobile hein, et que ça va passer par un audit d'un garde de sécurité, c'est les éléments sur lesquels ils vont se baser par exemple pour juger de la qualité de ce que vous construisez. Alors, ce sujet nous sera présenté par notre invité, Carlos Agboton, qui, dans son parcours, a eu à faire du développement et aussi actuellement est pen tester. Alors, je laisse Carlos se présenter. Dans un premier temps, il se présente. Ensuite, il nous parle du sujet. Il a un diaporama pour ça. Et dans une phase suivante, nous allons recueillir vos questions et là, ce sera l'échange libre. On pourra poser des questions sur ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on veut approfondir et tout ça. Alors, Carlos, je te laisse la parole. Tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît. Et si tu permets, Eddie, hein, si tu permets, j'aimerais qu'il nous démystifie aujourd'hui son prénom Bietis, là, en fait, qui nous donne un peu ce que ça veut dire, en fait. Merci. Ok, merci à tous. Merci Eddy, merci Godanga. Alors moi c'est Carlos Agouton. Je suis membre de la communauté Python Bénin et passionné de la sécurité dans sa globalité. Je suis testeur d'intrusion, développeur et consultant parfois. Et en ce qui concerne la question de Gojanda concernant Bietis, Bietis c'est une application web que je suis en train de développer pour, c'est-à-dire une solution pour aider dans la billetterie en ligne. Merci. Vous me recevez? Oui, oui, c'est bon, tu peux continuer. C'est Eddie qui a D'accord. la police de la parole. Oui, D'accord. alors, oui, Carlos, c'est bon. Merci pour la présentation. Tu peux commencer avec, merci pour ta présentation. Et Biletis, tu peux commencer avec la présentation du sujet. J'espère que ta présentation est prête, je veux dire, ton PowerPoint. Oui, Super. un instant. Vous arrivez à voir mon écran là? Oui, oui, tu as fait un gros effort pour bien nous représenter le logo de Python, hein. Merci bien. Ah, pas de quoi. Ok, donc
Alors, nous sommes là ce soir pour parler de Top 10 OWASP, c'est-à-dire là de créer des applications web à l'épreuve des attaques. Et déjà, je me suis déjà présenté. Nous allons passer directement au vif du sujet. Alors, notre voyage dans le monde de la sécurité des applications web sera structuré par l'agenda que voici. En premier, nous allons voir l'importance de la sécurité dans les applications web. Ensuite, nous verrons ce que c'est que le top 10 OWASP et son impact sur les applications web. Puis s'en suivra la session de questions et discussions. Alors, avant de plonger dans les détails du top 10 OWASP, il est essentiel de comprendre pourquoi la sécurité est cruciale dans le développement web moderne. Chaque jour, des millions d'utilisateurs interagissent avec des applications web, qu'il s'agisse de sites, de e-commerce, ou soit de plateformes de médias sociaux ou encore d'outils de gestion d'entreprise. Ces interactions impliquent souvent l'échange et le stockage de données sensibles, telles que les informations personnelles, les détails financiers, les secrets commerciaux. Une faille de sécurité dans une application peut non seulement compromettre ces données, mais aussi éroder la confiance des utilisateurs et nuire à la réputation de l'entreprise. Donc, considérons deux dates. En 2018 et 2019, Google, LinkedIn, Facebook et Stripe ont été victimes de cyberattaques. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes. Des attaquants exploitent constamment des nouvelles vulnérabilités pour accéder, manipuler ou même détruire les données. Par exemple, une injection SQL mal protégée peut permettre à un attaquant de contourner le contrôle d'accès et d'extraire les informations sensibles de la base de données. De même, des défaillances dans la gestion des sessions peuvent conduire à des prises de contrôle des comptes utilisateurs. Donc, investir dans la sécurité dès les premières phases de développement permet non seulement de prévenir ces attaques, mais aussi de réduire les coûts associés à la remédiation des failles découvertes ultérieurement. Une approche proactive en matière de sécurité renforce la robustesse des applications, assure la conformité aux régulations et les régulations en vigueur et protège la réputation de l'entreprise. Donc, OWASP Top 10, comme son nom, c'est un sigle, OK, qui signifie Open Web Application Security Project. Donc, c'est une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à l'amélioration et à la sécurité des logiciels. Dans sa création, OWASP a joué un rôle crucial en fournissant des ressources, des outils et des standards pour aider les développeurs, les équipes de sécurité à protéger les applications web contre les menaces. Chaque année, OWASP sort une liste des 10 principaux risques de sécurité dans les applications web, connus généralement sous le nom de Top 10 OWASP. Cette liste est largement reconnue comme une référence essentielle dans le domaine de la sécurité des applications et sert de guide pratique pour les développeurs, les architectes et les équipes de sécurité afin d'identifier, de comprendre ou de remédier aux vulnérabilités les plus critiques. La création de cette liste se repose essentiellement sur une méthodologie rigoureuse où OWASP combine des données statistiques provenant de diverses sources, comme des audits de sécurité, des retours d'expérience ou encore de la communauté et des analyses approfondies des tendances. Donc, cette approche permet de s'assurer que les risques identifiés reflètent réellement et fidèlement les menaces réelles auxquelles les applications web sont confrontées aujourd'hui. L'objectif principal du Top 10 est de fournir un cadre structuré
pour évaluer et améliorer la sécurité des applications en se concentrant sur ces 10 risques-là. Donc, les développeurs peuvent prioriser leurs efforts de sécurisation, réduire les surfaces d'attaque et renforcer la résilience globale de leurs applications. Donc, nous allons nous concentrer maintenant sur les 10 risques identifiés en 2021, comprendre leur impact et découvrir les solutions concrètes, particulièrement adaptées aux applications développées. Chaque risque sera détaillé et avec des exemples spécifiques, des recommandations pratiques pour vous aider à sécuriser efficacement vos projets. Vous serez mieux équipé ensuite pour anticiper les menaces, implémenter des mesures adéquates de protection robustes et garantir la sécurité de vos applications web. Donc, la liste que fournit OWASP pour s'assurer d'une base sécuritaire pour vos applications web est la suivante. Elle est composée du contrôle d'accès défaillant, de la défaillance cryptographique, des ingestions, de la conception non sécurisée, de mauvaises configurations de sécurité, des composants vulnérables et obsolètes. La modification, l'identification et l'authentification de mauvaise qualité, le manque d'intégrité des données et du logiciel. La carence des systèmes de contrôle et de journalisation. La falsification de requêtes côté serveur ou SSRF. Donc, le premier risque dans cette liste-là, c'est la faille de contrôle d'accès défaillant. Donc, cette faille-là permet à des utilisateurs non autorisés généralement d'accéder à des données ou des fonctionnalités sensibles. Cela peut mener à des divulgations de données, des manipulations de contenu ou des actions non souhaitées par d'autres utilisateurs. Ça semble basique, mais encore trop d'applications donnent un accès aux mauvais utilisateurs. Je m'explique. À un moment donné, au niveau d'une application, par exemple, vous accédez à une route de l'application et puis vous voyez des données d'un autre utilisateur qui n'ont rien à voir avec vos données généralement. Donc, ceci fait qu'un mauvais utilisateur, l'accès est donné à un utilisateur ou un autre utilisateur. Donc, imaginez un client qui voit les données d'un autre. Ce n'est pas bon pour l'application, ce n'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Voilà pourquoi le contrôle d'accès est crucial. Donc, ici, nous avons un exemple de code où il n'y a pas du tout de contrôle d'accès avant d'accéder à la route. Donc, ici, c'est un exemple de code avec Python Django. Donc, on voit là une route qui permet d'accéder à un modèle très sensible dans la base de données et retourner cela sans aucun contrôle. Donc, je ne sais pas s'il y a des développeurs Django au niveau de l'audience. S'il y en a, j'aimerais bien que certains prennent la parole pour nous donner des exemples concrets ou dire un peu comment ils vont essayer de pallier à cette vulnérabilité-là, par exemple. J'avais vu des doigts. Quelqu'un ne veut pas prendre la parole? Ou bien vous voulez que je vous cite? Je vous connais dans l'audience. Eddie, je pense que tu avais levé la main.
Tu veux bien nous aider à donner un code ou à donner des idées pour pallier à cette faille-là? En termes d'idées, d'abord, là, tout est récupéré et directement envoyé au niveau du template. Donc déjà, c'est fait un contrôle sur l'utilisateur qui est connecté et en fonction de cet utilisateur, on envoie les données adéquates. Ok, pas mal. Quelqu'un d'autre a des suggestions? Madame Doris Euh, Abadassi. euh, un instant, Carlos. Oui. Bon, puisque je suis co-modérateur, je me permets de te faire cette remarque. Dans le Meet, il n'y a pas que des développeurs Django et Python. Donc, bon, ne Ok. t'attarde pas trop non plus D'accord. sur ces subtilités techniques-là. Ok, d'accord, je comprends. Il n'y a pas de souci. Mais les autres développeurs aussi peuvent dire quelque chose, hein. Donc, ne vous sentez pas éloigné ou abandonné. Oui, Madame Mahou, mais je suis dite. Vous aussi, c'est mademoiselle. On vous écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et j'aimerais demander à Carlos s'il peut répéter la question, s'il te plaît. Ok. Je demandais tantôt de nous aider à rendre plus sécurisé ce bout de code-là qui se présente à l'écran. Il s'agit d'une route qui permet d'accéder à des données sensibles. Donc, il n'y a pas eu de contrôle d'accès par rapport à cette route-là pour l'utilisateur qui essaie d'accéder à ces données. Donc, si quelqu'un peut donner des idées pour pallier à cette faille. Bonsoir. Bonsoir, Renaud. Oui, moi c'est Renaud. Par rapport à ta question, la réponse à mon niveau, c'est d'abord dans un premier temps d'authentifier d'abord l'utilisateur en fait. Est-ce qu'il est vraiment un utilisateur légitime en fait pour accéder d'abord à notre application, je vais dire. Ensuite, maintenant, lorsque l'authentification est faite, maintenant, il faut maintenant vérifier s'il a les droits d'accéder à la ressource qu'il est en train de demander. Et quand on parle de droits, ça peut être des contrôles d'accès basés sur les rôles ou bien des contrôles d'accès basés sur des contraintes qu'on a élaborées déjà au niveau de notre process. C'est un peu ça. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, voici une version sécurisée, beaucoup plus sécurisée de ce bout de code-là, où on remarque deux décorateurs principaux, un pour s'assurer que l'utilisateur qui essaie d'accéder aux données est bien authentifié, et l'autre pour s'assurer qu'il a les permissions adéquates pour accéder aux données qu'il demande. Ensuite, sur la liste du top 10 OWASP, nous avons les failles de défaillance cryptographique. La défaillance cryptographique, généralement, font référence à des faiblesses ou une implémentation, une mauvaise implémentation du chiffrement des données au niveau soit de la base de données ou au sein même du service. Donc ici, les mécanismes cryptographiques faibles implémentés peuvent compromettre la confidentialité et l'intégrité des données. Cela inclut par exemple des pratiques telles que le hachage non sécurisé des mots de passe ou l'utilisation des protocoles de chiffrement obsolètes.
Donc, le chiffrement est notre premier bouclier pour protéger les données. Pourtant, trop de systèmes utilisent des algorithmes dépassés ou pire encore, ne chiffrent pas du tout. Donc, le résultat, nous avons des données en clé facilement accessibles par un attaquant. Donc, en gros, lorsque, par exemple, un attaquant passe par une faille de sécurité et qu'il accède aux données de la base de données, par exemple, et qu'il se rend compte que le mot de passe est en clé, là, il a un contrôle total des comptes utilisateurs. Donc là, nous avons deux versions de code, une version qui n'est pas du tout sécure et une version beaucoup plus sécure, où on peut remarquer que le mot de passe a été haché avec un algorithme de chiffrement obsolète, ici MDSec, ou pour la version sécurisée, nous avons une meilleure méthode de chiffrement proposée par le framework qui a été utilisé pour coder. Donc, ici, la fonction makePassword permet de chiffrer avec un algorithme de chiffrement beaucoup plus sécurisé. Ensuite, nous avons sur la liste les ingestions. Les ingestions ou les vulnérabilités par ingestion Si se tu produisent. Carlos, Oui. là, la solution que tu as proposée au fait pour le second truc, c'est relatif au fait au framework Django au fait. Est-ce que Oui, c'est relatif. oui, puisque là tu parles d'algorithme au fait ici MD5, est-ce que tu as un algorithme à nous proposer pour nous autres qui travaillent avec d'autres frameworks comme Adonis par exemple? Bon, pas forcément Adonis, mais en tout cas d'autres algos qu'on peut quand même rechercher, voir si c'est disponible dans le framework backend qu'on utilise. Par exemple, moi, c'est Adonis, et pour ceux qui travaillent avec Nest, ou bien autres outils, par exemple, ou bien Laravel et autres, comme tu es dans la sécu, est-ce que tu as un algorithme de chiffrement voilà, que tu veux nous proposer? Parce que là, c'est relatif à Django, bah, nous, on ne fait pas Django, on fait du JavaScript. Tu vois, non? D'accord. D'accord. Du côté de JavaScript, par exemple, vous avez l'algorithme de chiffrement Bcrypt que vous pouvez utiliser généralement. Ça vient avec le package de cryptage de mots de passe. C'est ce qui est utilisé par Adonis de base. Bcrypt, effectivement, c'est ce que Adonis utilise de base. Donc, c'est bon, alors, on peut continuer à l'utiliser. Merci. Oui. Donc, il y a d'autres que vous pouvez implémenter comme ce que Django implémente, par exemple, c'est le PD. C'est un peu long. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que tu peux mettre des liens, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre des liens dans le chat. Plus tard, quoi. Si tu ne te rappelles pas, tu peux mettre les liens dans le chat. Ok, il n'y a pas de souci. Pour le moment, nous allons continuer beaucoup plus. On va approfondir vos questions au niveau de la session questions-réponses pour ne pas interrompre la présentation, si vous voulez bien. Donc, ensuite, nous avons, je disais tantôt, les ingestions. Les ingestions, ce sont des vulnérabilités qui se produisent lorsque les données non fiables sont envoyées à un interpréteur ou sous forme de commande ou de requête. Cela peut permettre à un attaquant d'exécuter du code malveillant ou de manipuler les requêtes à la base de données. Elles sont parmi les attaques. OK, il y a quelqu'un qui a mis l'algorithme au niveau du chat. Donc, sont parmi les attaques les plus courantes et les plus destructrices. Il est crucial de vérifier les entrées utilisateurs. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, vous prenez une application et que au niveau des routes de l'application, vous avez un paramètre qui prend par exemple l'ID de l'utilisateur. Donc,
un utilisateur pas trop normal, parce que les pirates informatiques ne sont pas vraiment normaux, hein, ils ne sont pas normaux plutôt. Donc, ils ont l'habitude d'envoyer des données auxquelles on ne s'y attend pas généralement. Donc, ils peuvent envoyer une requête SQL pour voir ou tester votre application pour voir comment cela réagit à la requête. Donc, si par exemple, au sein de là où vous avez utilisé le paramètre auquel vous avez demandé au niveau du chemin ou du path, vous utilisez ça dans votre code, comme ça, sans échapper ou rendre ça sain, vous aurez comme résultat une requête qui s'ajoute à votre requête initiale et qui est exécutée par votre interpréteur. Donc, c'est un peu ça du côté des ingestions par SQL, où il y a encore des ingestions par commande, où on envoie directement des lignes de commande par le paramètre et qui sont exécutées. Du coup, on se retrouve dans un scénario où l'attaquant arrive à accéder à des fichiers directement sur vos serveurs. Donc, ici, nous avons une première version du code qui prend en paramètre l'ID de l'utilisateur, comme je disais tantôt, et qui récupère les données de l'utilisateur. Et puis une autre version plus sécurisée qui récupère l'ID, mais qui utilise la fonction getObject or K104 de Django pour essayer de récupérer les données de l'utilisateur. S'il n'y a pas les données, eh bien, ça renvoie statut not found. Mais ici, cette fonction-là, au niveau de Django, a été construite de telle sorte à ce que les requêtes SQL qui seront envoyées soient sans effet. Du coup, on se retrouve à envoyer des requêtes, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est sécure à ce niveau-là. Donc, voilà ce qu'il faut faire de votre côté quand vous avez des cas où vous devrez utiliser des entrées utilisateurs. Ensuite, sur la liste, nous avons la conception non sécurisée. L'ensemble de mesures de sécurité dès la phase de conception de l'application peut entraîner des défauts qui sont difficiles à corriger par la suite. Une conception non sécurisée expose l'application à diverses failles, même si le code est bien écrit. Donc, la sécurité, ce n'est pas juste un rajout de dernière minute. Selon l'OAPS, elle doit être intégrée dès la conception pour ne pas concevoir des applications avec des failles de sécurité. Donc, ici, on peut remarquer qu'au niveau de la conception de l'application, pour cette route-là, nous avons les données qui sont récupérées, mais on ne vérifie pas ces données-là avant de les utiliser. Tandis qu'une version plus sécurisée de ce même code est implémentée où il y a une implémentation de la vérification des données. Donc, on vérifie que les données auxquelles on doit avoir accès nous sont envoyées et correctement. Donc, ici, on vérifie clairement le type des données, je dirais la totalité. Je ne sais pas si ceux qui ont l'habitude de faire, je crois que c'est du Nest.js, on parle souvent de DTO. Il y en a qui font du Nest.js. Oui, donc on parle souvent de DTO. Donc les DTO ici sont très cruciaux. Nous avons ça. Et puis, au niveau de Django, je crois il y a les serializers qui vous permettent de
de sérialiser, de rendre sain vos données que vous recevez de la part des utilisateurs, donc au niveau des entrées. Donc, il y a pas mal de frameworks qui intègrent ça de base. Donc, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des frameworks peuvent avoir le cœur tranquille, mais sachez que la plupart font du bon boulot, mais il ne faut pas dormir sur vos lauriers. Il faut être sûr que ce que vous utilisez est bien sécu. Ensuite, sur la liste, nous avons en 5e position les mauvaises configurations de sécurité. Donc, une mauvaise configuration des paramètres de sécurité expose l'application à diverses menaces. Cela inclut des erreurs comme activer le mode debug en production ou utiliser des hôtes autorisés non restreints. À ce niveau, nous avons, au niveau des settings de Django, nous avons un paramètre qui nous permet soit d'activer ou de désactiver le mode debug qui renvoie généralement les erreurs lorsqu'on l'active. Donc, ici, à la suite, nous avons aussi un paramètre qui nous permet de spécifier les domaines qui doivent avoir accès à notre serveur ou à notre application. Mais dans le cas où on active le debug ou on soumet l'application à tous les domaines, par exemple, ça rend l'application vulnérable. Donc, ça ouvre des portes dérobées pour les attaques informatiques. Donc, ici, par exemple, vous avez une version vulnérable en haut et une version sécurisée en bas, où il faut spécifier, par exemple, le domaine qui doit contacter notre application pour éviter les attaques comme le CSRF ou encore les attaques ICSS. En 6e position, nous avons les composants vulnérables ou obsolètes. Nous utilisons tous pour la plupart des bibliothèques tierces ici en tant que développeurs, mais combien d'entre nous les mettons vraiment à jour régulièrement? Les composants obsolètes sont des vulnérabilités prêtes à être exploitées généralement par les attaquants. Donc, l'utilisation de ces bibliothèques-là, framework ou même serveurs, ou autres composants contenant des vulnérabilités connues exposent l'application à des risques généralement. Donc, certains composants obsolètes ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité. Donc, ceci augmente ainsi les chances d'exploitation de l'application par un hacker. Ici, on peut remarquer l'usage d'une version de Django, la version 3.0.0, qui contient, dont on sait qu'elle est vulnérable à des failles. Donc, son usage par un développeur rend vulnérable le produit final en fin de compte. Donc, ici, par exemple, la recommandation serait de toujours s'assurer que les dernières bibliothèques ou les bibliothèques que nous utilisons, soit les outils ou frameworks que nous utilisons dans le processus de conception de notre application soient à jour et qu'elles ne contiennent pas des vulnérabilités connues. Donc ici, Pipe nous donne assez, nous permet plutôt de pouvoir mettre à jour nos différents packages que nous utilisons dans nos différents projets Python. Ou encore, nous avons Pipe Audit qui nous permet de faire un audit des dépendances et de sortir les dépendances qui sont vulnérables qui connaissent des vulnérabilités, par exemple. Ensuite, nous avons en 7e position de la liste l'identification et l'authentification de mauvaise qualité. Donc, une application, c'est comme une maison. L'authentification, c'est la serrure.
Si la serrure est fragile, n'importe qui peut entrer. La sécurité des accès est donc la base pour sécuriser une application. Donc, les mécanismes d'identification et d'authentification faible facilitent l'accès non autorisé d'une tierce personne. Cela peut inclure des pratiques comme l'utilisation de tokens non sécurisés ou des processus d'authentification mal conçus. Donc, ici, à ce niveau, nous avons un code qui nous permet de générer un token, mais la façon dont ce token est généré n'est pas du tout sécurisée. Donc, à la suite, nous avons une version beaucoup plus améliorée qui nous permet d'obtenir un JWT token. OK, et on y implémente ensuite une date d'expiration. Donc, il faut s'assurer que les tokens que nous générons arrivent à expiration et donc permettent une rotation de la session des utilisateurs. Donc, un utilisateur qui se connecte aujourd'hui à midi et qui se déconnecte et ferme son PC. Quelqu'un d'autre qui a accès à son PC à 14 h ou le lendemain a la possibilité, lorsqu'il n'y a pas de session correcte implémentée, d'accéder à l'application parce que la session n'a pas été supprimée ou désactivée. Ça dépend de comment vous implémentez votre méthode d'authentification au sein de votre application. Donc, il est recommandé, selon l'OAPS, d'implémenter des méthodes pour rendre la session rotative. Donc, aujourd'hui, on se connecte. Il faut qu'après un certain temps, la session puisse être supprimée. Et donc, l'utilisateur est contraint de demander une nouvelle session avant d'avoir accès. Et qui dit demande de session dit l'utilisateur doit procurer son mot de passe ou ses identifiants de connexion. En 8e position, nous avons le manque d'intégrité des données et du logiciel. Donc, sans contrôle d'intégrité, les données peuvent être modifiées sans qu'on le sache. Et donc, dans un contexte où chaque donnée compte, c'est un risque inacceptable. Donc, les défauts dans la validation ou la vérification de l'intégrité des données et des logiciels compromettent la fiabilité des systèmes. Cela peut entraîner des corruptions de données ou des modifications non autorisées des logiciels. Ici, nous avons une version de code vulnérable qui met à jour une donnée ou un objet dans la base de données de l'application, mais sans vérifier, sans contrôler l'intégrité des données qui sont envoyées. Ensuite, nous avons une version plus sécurisée où les données sont vérifiées. Donc, on s'assure que ce sont les données réelles de l'utilisateur et que ce ne sont pas les données d'un autre utilisateur qui sont en train d'être altérées. En 9e position dans la liste, nous avons la carence des systèmes de contrôle et de journalisation. Ici, l'absence ou l'insuffisance des mécanismes de contrôle ou de journalisation des événements de sécurité rend difficile la détection et l'analyse des incidents. Sans une bonne journalisation, il est impossible de comprendre comment et pourquoi une attaque a eu lieu. Donc, sans log et sans monitoring, les équipes qui sont chargées de surveiller les entrées, les sorties au niveau de l'application ne sauront pas ne pourront pas détecter à temps une attaque et prendre des mesures idoines contre ça. C'est comme voler sans radar et donc les logs sont nos yeux pour pouvoir savoir si notre application a des failles. Donc, ici, par exemple, on peut donner l'exemple d'une application où il y a eu vol de données suite à une attaque,
Mais vu qu'il n'y a pas de journalisation ou de contrôle au niveau des logs, on se rend compte que l'application a connu une attaque 6 mois après, qui est, je crois, généralement trop tard pour prendre des mesures idoines et protéger les utilisateurs. Donc, en dernière position de la liste, nous avons la facilitation des requêtes côté serveur, ou SSRF, Server Side Request Forgery, ce qui permet aux hackers de manipuler généralement les serveurs et d'atteindre des systèmes internes. Donc, supposons que vous avez une application, au sein de votre application plutôt, vous avez plusieurs services. Donc, vous avez un microservice où il y a un service critique qui n'est accessible qu'en local au niveau de votre serveur. Donc, un hacker qui arrive à exploiter une faille de SSRF peut passer par ça pour avoir accès directement au microservice en local, alors que généralement, en temps normal, il n'a pas le droit d'accéder à ça. Donc, ça permet d'accéder à des ressources internes. Donc là, nous avons une version vulnérable et une version sécurisée. Donc ici, par exemple, on a pour la version vulnérable un code qui permet de récupérer des données depuis une URL et la version sécurisée qui permet de récupérer toujours les données depuis une URL procurée par un utilisateur ou du genre, mais qui vérifie si le domaine de l'URL entrée est autorisé. Donc, est-ce que c'est le domaine qu'il faut entrer? Donc, généralement, si vous ne faites pas ça, on se retrouve généralement à un scénario où le hacker, il envoie une URL vers une ressource ou un malware ou encore un script et vous allez récupérer ça au niveau de votre serveur. Donc, ça fait entrer ce que vous ne voulez pas au sein de votre application. Il faut faire attention à ça. Donc, voilà, c'est tout pour la liste du top 10 OAPS. Donc, l'impact ici pour les applications web, c'est que en comprenant et en maîtrisant ces risques en tant que développeur, nous pouvons faire bien plus que protéger nos données. Nous réduisons la surface d'attaque, nous améliorons la conformité et surtout, nous renforçons la confiance de nos utilisateurs. Donc, la sécurité, ce n'est pas un supplément, c'est un engagement envers ceux qui nous font confiance, c'est-à-dire nos utilisateurs. Donc, l'utilisation de ces guides-là durant les phases de développement de vos applications web permet la priorisation des efforts de sécurité. Les équipes de développement peuvent prioriser leurs efforts et renforcer les aspects les plus vulnérables de leur application, maximisant ainsi l'efficacité des mesures de sécurité mises en place. Donc, la réduction des surfaces ou de la surface d'attaque. Donc, en identifiant ici, par exemple, et en corrigeant les vulnérabilités critiques, la surface d'attaque de l'application est considérablement réduite, rendant plus difficile pour un attaquant d'exploiter les failles de sécurité. Ensuite, on a l'amélioration de la conformité. Donc, beaucoup de régulations et de standards industriels prennent en compte des meilleures pratiques en matière de sécurité. Adopter les recommandations du Top 10 OAPS aide les entreprises à se conformer plus facilement à ces exigences. Donc, le renforcement de la confiance des utilisateurs, comme je le disais. Donc, une application qui est sécurisée inspire confiance aux utilisateurs, ce qui est essentiel pour maintenir une base d'utilisateurs fidèles et protéger la réputation de l'entreprise.
Donc, nous arrivons maintenant à la session questions et discussions. C'est l'occasion pour vous de poser toutes vos questions que vous pourriez avoir sur les risques de sécurité que nous avons abordés, les meilleures pratiques pour les ateliers et tout au sujet lié à la sécurité des applications web. Merci. Je vous prie quand même d'applaudir pour notre invité, quand même. C'est pas facile quand même il y a quand même les stickers qui sont là enfin, voilà. Alors, je laisse la parole à Eddy qui va gérer cette partie FAQ. Là, on a fini tôt pour pouvoir poser des questions pendant plus de 50 minutes, 30, 40 minutes. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on pénètre en live, je sais que Carlos, il est très fort. Une entreprise ici, il ne va pas hésiter. Voilà. Voilà. Donc, il y a Jacob, ouais. Jacob, est-ce qu'on peut pénétrer Helpdesk? Bon, en tout cas, il y a Givaros qui est là. Peut-être qu'il veut prendre la température. Peut-être qu'il n'a pas envie de dormir ce week-end. Carlos peut faire un truc sur KKPay. N'est-ce pas, Carlos? Pardon, s'il te plaît. Okay, il faut savoir qu'il n'y a rien qui se fait sans autorisation. Donc, s'il y a une autorisation écrite blanc sur noir et bien signée par le CEO, il n'y a pas de souci. Tu vas le faire transférer un peu. Ok, bon, la session des questions-réponses, Eddy, tu as la parole. Oui, alors, merci Carlos pour cette présentation très intéressante et vraiment enrichissante. Je sais que les gars ont beaucoup de questions à te poser et moi-même j'en ai. Donc, je vous laisse lever la main justement pour qu'on vous désigne et que vous posez les questions un à un. Ensuite, Carlos, je pense qu'on va y répondre au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me va, il n'y a pas de souci. D'accord, super. Alors, je vous attends. Qui passe en premier? Ou bien vous avez tout compris? Je dis Kaël. Ah, voilà. Oui, je dis Kaël, on t'écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Carlos. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, ma question n'est pas liée directement à sa présentation, mais ce serait de savoir s'il n'y a pas des outils pour automatiser et faire des tests de sécurité. Au lieu d'avoir fait tout ça manuellement, de vérifier cas par cas, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui peut-être je lance et me fait toute une série de tests de manière automatisée sur les applis web? Merci. Ok, merci Judicaë. Par rapport à ta question, il y a des outils pour faire, comment dire, un point de la sécurité d'une application, mais un outil qui rend en profondeur de ressortir les failles très, très critiques ou qui ne sont pas visuellement détectables. C'est pas, je pense pas que ça existe, mais si c'est un outil pour te donner des recommandations sur, par exemple, des problèmes au niveau des header serveurs, okay, ou encore au niveau de tes cookies dans ton application, il y a des outils qui peuvent t'aider à faire ça. Donc, si par exemple, tu vas au niveau du site de Pentest Tool, où il y a pas mal d'outils, mais je pense que si tu recherches des trucs pour détecter des failles côté client, tu en trouveras. C'est-à-dire des failles CSS, des failles terre,
tu en trouveras. Mais des failles compliquées comme de la gestion SQL à l'aveugle, je ne pense pas que tu auras des outils automatisés qui vont pouvoir te faire correctement ce que tu veux. Donc, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de te rapprocher d'un expert en test d'intrusion et de booker pour une séance d'un mois de test d'intrusion en mode black. C'est-à-dire, tu ne fournis aucune information et lui, il te fait le travail, il te sort un rapport à la fin. Donc, un rapport détaillé de toutes les vulnérabilités de ton application. Un testeur comme Carlos, ou bien... Oui. D'accord. Il y a Gojanda qui lève la main. Oui. Gojanda, on t'écoute. Et je tiens à préciser que les publicités, toutes publicités qui sont pas mes publicités à moi, sont payantes. Hein. Donc, dans les autopromotions, là, il faut faire attention à ça. Bon, moi, j'ai beaucoup de questions parce que moi, l'aspect sécurité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est déjà un sujet qui a commencé par m'intéresser depuis des années. Et je ne me suis pas aussi forcément documenté là-dessus, du moins, je me suis documenté sur quelques aspects. Mais puisqu'on en parle, je vais peut-être profiter pour poser les questions et tout. Déjà, la première chose que j'ai notée, c'est que tu as parlé au fait de mise à jour, il faut avoir des outils, trucs là. C'est comme l'impression que, c'est-à-dire pour bénéficier des performances, pour bénéficier au fait de la sécurité au niveau des applications, on a parlé beaucoup plus de framework, hein, qu'il faut implémenter des outils récents. Mais le problème, c'est qu'en entreprise, on utilise rarement des trucs récents parce que les nouveaux outils, au fait, viennent avec des correctifs de sécurité, bien évidemment, et tout, parce que c'est les outils qui sortent récemment. Donc, forcément, les failles qu'on avait constatées il y a 6 mois, ces outils-là corrigent, au fait, ces failles-là. Mais le problème, c'est qu'en entreprise, de façon concrète, réelle, on ne travaille jamais avec des outils récents. On ne travaille pas avec Adonis, peut-être 6. Bon, peut-être certaines entreprises, puisque c'est stable. On ne travaille pas avec des outils récents. On travaille avec des versions antérieures qui ont fait leur temps, qui ont fait le truc là, qui sont bien assis, tout ça. Maintenant, pour ce genre d'application, qui implémente ces anciens outils? Je pense il y a des entreprises ici qui travaillent avec Laravel 5. Laravel 5 utilise le MD5. En tout cas, un algorithme quand même assez vieux, puisque Laravel 5 peut-être est basé sur PHP, peut-être, je peux peut-être me tromper, hein, Laravel 5 peut-être est basé sur PHP 6, PHP 7. Je ne pense pas qu'avec PHP 7, tu puisses installer quand même dans le Docker, non pas le Docker, dans le vendor, tu puisses installer quand même un truc récent. Donc, comment pour des vieilles applications que nous utilisons en entreprise pour travailler, que nous maintenons depuis des années, comment on peut arriver à corriger ces éléments-là? Ça, c'est ma première question d'abord, avant qu'on aille à la seconde. Ok, Gojanda, par rapport à ta question, tout est, je dirais, une question de processus au sein d'une entreprise. Donc, mais généralement, il y a des frameworks, même si leurs versions sont très anciennes, qui n'ont pas ou presque pas de vulnérabilité. Donc, là tout de suite, c'est de vérifier si au niveau du changelog du framework en question, pour cette version-là, est-ce qu'il y a des changelogs par rapport à des failles de sécurité? OK. Et s'il y en a, ce qui serait adéquat, c'est de mettre en place un planning, un process pour passer à une version beaucoup plus récente et beaucoup plus sécurisée, où cette vulnérabilité-là ou ces vulnérabilités-là ont été patchées. Donc, par rapport aussi à ta préoccupation de savoir pour les entreprises qui implémentent les outils qui n'utilisent pas de framework de base, et vous pouvez, je tiens à dire que vous pouvez coder une application en native
du début jusqu'à la fin, en globalité. Et ça sera beaucoup plus sécurisé qu'une application où on utilise aussi un framework, hein, parce que tout est une question de, je dirais, c'est pas, un processus où vous avez un processus de développement, où vous avez des process clairs sur l'implémentation ou la manière de coder au sein de l'entreprise. C'est sûr que vous n'allez pas faire n'importe quoi dans un code, même en prenant du PHP simple pour coder toute une application du début jusqu'à la fin. Donc, il faut juste faire attention à ne pas faire du n'importe quoi, du n'importe quoi dans le code en ne laissant ou en ignorant la sécurité depuis la conception. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, pour être honnête, je ne suis pas assez convaincu parce que je me dis que pour une application basée par exemple sur la Laravel 5, les failles de la Laravel 6, 7, 8, 9, 10, cette application-là ne le gère pas. Ne le gère pas au fait. Donc, cette application est beaucoup plus vulnérable. Donc, peut-être les applications basées sur cette version-là, sûrement, tu sais, ces failles-là, bon, c'est des failles qui viennent avec les nouvelles, c'est des failles qui sont résolues avec des nouvelles versions. Peut-être que c'est les développeurs, je me dis que c'est les développeurs, au fait, qui s'assurent, au fait, que la qualité du code, parce que dans les exemples que tu as montrés, il y a aussi le fait que, voilà, l'outil, c'est vrai que le framework offre un cadre de travail, mais peut-être que les outils, peut-être que la manière d'écrire aussi le code joue aussi un rôle important. Comme tu l'as mis dans le premier exemple, il y a l'authentification, l'autorisation. C'est pas forcément des choses qui dépendent forcément d'un outil spécifique. Donc, Non. moi, je voulais juste savoir, OK, c'est vrai que la Ravel 5, par exemple, c'est vieux, mais si le code est bien écrit, on peut quand même avoir une application un peu plus correcte. En fait. C'est ce que Oui, je me dis. oui. Alors, je voulais quand même Si le code... Oui, vas-y. Je voulais quand même genre, une réponse, genre, pour ces applications-là, quelle est la démarche? Là, la seule façon d'être protégé, c'est de s'assurer quand même que le code est bien écrit. Mais si le code n'est pas bien écrit, là, ils sont foutus, quoi. Ouais, le code peut être bien écrit, hein. Là, la spécificité ici, c'est que le code peut être bien écrit, mais ça peut être la faille peut venir d'une fonction que fournit le framework en question. Donc, en tant que développeur, on sait que on va pas aller modifier la fonction du framework. Même si on sait qu'il y a une vulnérabilité, la meilleure façon de pouvoir aider le framework à être meilleur, c'est de créer un pull request pour cette vulnérabilité et que ce soit patché ou de signaler cela aux développeurs ou à la communauté de Laravel. Mais un code très bien écrit peut être vulnérable, pas à cause forcément du développeur, mais ça peut être à cause de l'outil qu'il utilise. Donc, c'est pour ça qu'il est crucial de bien lire la documentation des outils que nous utilisons et de surtout lire les changelogs. Parce que si vous ne lisez pas les changelogs, vous ne savez pas qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou pourquoi ça a été changé ou qu'est-ce que ça a modifié cette mise à jour-là. Je ne sais pas si tu comprends. Ça peut aller, ça peut aller. Je voulais juste savoir. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui pose une question. Je profite pour la deuxième question. Je voyais une main là. Ah, il y a une main, ok. Si il y a une main, moi, je monopolise les autres. Je n'ai pas vu. C'est qui? Qu'est-ce qui levait la main, Carlos? Je ne sais pas si c'est une main, mais j'ai vu bon, d'accord. un emoji. Ok, pour ne pas laisser Gojanda monopoliser, comme il dit, en fait, moi, j'ai une question pour toi, Carlos. Tout à l'heure, tu as parlé de sécurité par la conception. Je pense que tu fais référence au cycle de développement logiciel sécurisé.
Secure by Design. Oui. En fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, d'accord, le top 10, on l'a vu, mais essentiellement, quelque chose qui revenait dans ta présentation, c'est qu'il faut prendre en compte la sécurité dès le début du processus de développement. Alors, est-ce que toi, tu as une proposition à nous faire en tant que développeur? Est-ce que toi, avec ce que tu as pu voir en sécurité jusque-là, est-ce que si je te prends en tant que développeur ou si je te mets dans la peau d'un dev qui veut démarrer un nouveau projet, tu as des recommandations ou un process clair à nous proposer qui permet de prendre en compte une majorité de ce qui a été discuté jusque-là? Un process clair que vous pouvez suivre, ça dépend, hein. Mais bon, la plupart du temps, il est conseillé déjà de faire une veille sur les fonctionnalités que vous voulez implémenter et de réfléchir à la meilleure façon de pouvoir les implémenter en prenant en considération l'aspect sécurité. Je m'explique. Si par exemple vous avez à implémenter une fonctionnalité où un utilisateur doit envoyer un fichier à votre application pour une analyse, ça peut être un truc simple, une fonctionnalité banale comme l'analyse de fichiers SL par exemple, ou la lecture et le traitement de fichiers SL. Donc, l'utilisateur est appelé à envoyer un fichier SL à votre application par la fonctionnalité d'upload. Donc, à vous de prendre en considération les aspects de risque qu'il y a ou que cette fonctionnalité-là donne accès à un attaquant, par exemple. Donc, si vous avez vous donnez une route pour envoyer un fichier et que à la fin, en fin de compte, il n'y a pas eu de traitement ou de validation du fichier, c'est-à-dire le format du fichier n'est pas validé en fin de compte parce que généralement, on considère l'extension du fichier comme étant le format du fichier, alors que c'est trompeur. Une extension d'un fichier peut être changé au niveau du nom du fichier avant de l'envoyer. Donc, un attaquant est suffisamment malin pour vous tromper à ce niveau et au lieu d'envoyer un fichier SL, par exemple, il envoie un fichier .php. Donc, d'abord .php et ensuite .icls. OK? Ou encore un fichier .php.csv. Donc, vous recevez ce fichier-là en premier, vous allez voir la première extension que vous allez récupérer. Vous allez vous dire que ouais, vous récupérez un fichier CSV ou un fichier SL. Mais en vrai, ce n'est pas un fichier SL, c'est un fichier PHP, c'est un fichier code. OK? Donc, si en réalité, vous n'avez pas fait des recherches pour vérifier ou pour savoir comment faire la vérification du format d'un fichier réellement ou du type d'un fichier réellement dans votre application, vous allez implémenter une fonctionnalité qui fait ce processus-là comme ça. Mais cette fonctionnalité-là sera vulnérable. Alors que une fonctionnalité où vous avez pris le temps de vérifier ou de vous documenter sur la vérification du type d'un fichier, par exemple, en considérant le magic. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent ce que c'est, mais le magic, c'est en hexadécimal, c'est je pense, les 5 premiers bits au niveau de l'entête d'un fichier. OK? Et ces bits-là sont définis de base pour chaque extension. Donc, si vous allez vérifier au niveau de l'entête de fichier réellement pour vous assurer du type de fichier, vous n'aurez pas ce souci-là. Le magic est différent du multi.
Je pense que c'est quelqu'un qui pose la question au niveau de c'est Judicaël. Donc, le magique est différent du multiple. Le multiple, généralement, fait allusion à l'extension. Donc, quand vous voyez au niveau de l'API de votre navigateur, par exemple, et que vous envoyez un fichier que vous récupérez, quand il met même type, c'est le type de l'extension du fichier. Cette, lui, il va vérifier le magique avant de définir le même type. Mais est-ce que vous, à votre tour, vous vérifiez le magique avant de considérer qu'un fichier doit être uploadé ou de le recevoir? Donc, faire concevoir une application en suivant la méthode Security by Design, c'est en fait ça. C'est penser à tout ce qui est aspect sécurité, tout ce qui est faille déjà connu ou qui peut être lié à la fonctionnalité qu'on veut implémenter dans notre application. Donc, ensuite, on implémente cette fonctionnalité-là, on écrit le code, OK, et on teste le code. Donc, on fait tous les tests nécessaires, que ce soit les tests unitaires, les tests d'usage, les tests utilisateurs, les front-end, end-to-end, tout ça. Et sans oublier les tests d'intrusion, parce que au niveau du code, coder, c'est toute autre chose, mais coder de manière sécurisée en pensant à l'aspect sécurité, c'est pas tous les développeurs qui font ça. Et généralement, il y a des entreprises qui font des séances de sensibilisation au niveau du code, côté sécurité, pour tous les aspects sécurité à leurs développeurs. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui le font. Donc, un développeur aguerri qui sait que avant d'implémenter telle fonctionnalité, il y a certaines vérifications à faire sur l'entrée que je reçois, ça serait automatisé dans son esprit, en fait. Donc, de base, il va aller checker, il va aller vérifier tout ça avant de continuer son code, d'écrire son code. Donc, nous avons ça qui est le processus de sécurité by design au niveau du design de l'application avant de parler de la conception ou du développement. Donc, une fois le développement fait, nous avons les tests, les différents tests, ainsi que les tests d'intrusion pour s'assurer que tout est bien au niveau de l'application. Et ensuite, nous avons le lancement en production. Donc, en production aussi également, nous avons certains checklists qu'il faut valider. Par exemple, comment le serveur il est configuré, le serveur web, et est-ce qu'il n'y a pas de typo ou de faille dans la configuration du serveur web, ou encore les permissions au niveau des fichiers. Donc, le dossier où se trouve l'application, est-ce que ce dossier-là ne permet pas à un attaquant qui arrive à uploader un fichier, par exemple, à ce que ce fichier-là soit ou ait directement les permissions d'exécution admin. Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder, qu'il faut contrôler. Donc, chaque équipe a, je crois, son checklist, que ce soit l'équipe de dev ou que ce soit l'équipe de DevOps, à valider avant de lancer ou de dire que oui, une application a suivi un processus de design by CQ pour s'assurer de sa sécurité. Donc, ça, c'est les méthodes généralement utilisées ou les processus généralement utilisés par la plupart des entreprises. Donc, c'est ça de base. Donc, pour chaque entreprise, selon, je dirais, sa politique interne, il y a d'autres vérifications ou d'autres process ou d'autres étapes qu'ils ajoutent, en fait.
D'accord, Carlos. Il y a Jodicaël qui demande dans le chat s'il fait la vérification sur le même type. Est-ce que c'est suffisant? Parce que le même type c'est défini à partir du magique quand même. Oui, le mythique est défini à partir du magique. J'avais répondu clairement pour ça. Mais le mystique, il est défini à partir du magique par le navigateur du client qui upload le fichier. Donc, l'API du navigateur vous envoie les informations sur considère le JavaScript ou un code JavaScript. Oui, JDKL, je t'écoute. En fait, pour être plus précis, je vais prendre un exemple. J'ai un fichier PDF, je upload le fichier. Le navigateur va m'envoyer le meme type. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai la possibilité de vérifier sur le fichier que moi j'ai reçu du serveur. À partir du moment où le stream finit et que j'ai mon fichier, mon upload qui est fini, qui est mis dans un dossier temporaire, je peux vérifier en fait ce fichier-là et récupérer son meme type. Donc, je check en me basant sur le meme type du fichier et non de ce que j'ai reçu au niveau des entêtes. Parce que ces valeurs on peut les manipuler à n'importe quel moment. Et je disais qu'à partir du moment où je vérifie ça sur le fichier uploadé et non sur le header, est-ce que ça pose toujours des problèmes de sécurité? Ça dépend de l'outil que tu utilises pour vérifier le meme type. Parce que nous voyons souvent des packages au niveau de NPM qui nous permet généralement de vérifier les meme types ou les formats de fichiers. Mais ces packages-là, est-ce que la plupart d'entre nous allions voir le code pour savoir, pour être sûr de comment cette fonctionnalité de vérification-là a été implémentée? Parce qu'il y en a souvent qui vérifient le meme type sur l'extension. Il fait juste un script sur le nom du fichier et récupère l'extension pour vérifier. Il a une liste d'extensions possibles pour vérifier l'extension du fichier et te retourne que oui, le fichier est de tel meme type. Mais en réalité, il ne fait pas la vérification sur le magique. Donc, mais si toi, dans ta fonctionnalité, tu implémentes cette vérification-là sur le magique directement, où tu as un outil ou une librairie qui te permet de faire ça, tu peux utiliser ta librairie, tu vérifies, il n'y a pas de souci, ça passe. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Tu as répondu à ma question. Juste une petite précision. C'est quel langage je gère directement, c'est-à-dire nativement. On a par exemple meme content type au niveau de PHP qui le fait. Je sais qu'il y a aussi, c'est possible de le faire directement au niveau de Python où on le check directement sur le fichier. Donc, pas que l'extension ou les headers. Donc, ça rejoint ce que tu as dit. Donc, pour les autres langages, il faudrait vérifier. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est toujours plus safe de prendre un truc qui est bien précis. Voilà quoi, on évite les soucis. Merci. Oui, je t'en prie. D'accord. Alors, il y a Jacob qui demandait quelque chose qu'on a interrompu un moment. Tu peux continuer, Golanda, s'il te plaît? Je préfère laisser la parole à d'autres personnes. S'il n'y a pas d'intervenant, je pourrais peut-être prendre la parole. Mais je préfère laisser la parole à d'autres personnes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans à votre niveau? On parle quand même de sécurité, hein. C'est quand même un sujet qui va intéresser la plupart quand même. Ça, t'inquiète pas, je vais commencer à les désigner. Mais, la sécurité, ce que nous faisons là actuellement, c'est un peu comme une sensibilisation. Hein. Donc, toutes vos préoccupations sont les bienvenues et ça sera à cœur joie de répondre à ça. À cœur joie. À cœur joie. Et...
il n'y en a pas. Ils seront finis dans 10 minutes. Bon, la question que j'ai notée ici, de tout ce que tu as dit, c'est la sécurité, c'est-à-dire côté back-end qui est revenu. Moi, je suis développeur front-end et tout. J'ai comme l'impression que la sécurité au niveau du front, ce n'est pas important dans tout ce que tu as dit. Alors que Pas vraiment. alors que La les sécurité. alors que La les gens se sécurité. connectent à ton interface, ils se connectent à ton application, ils essaient de voir s'ils peuvent faire /admin. C'est là qu'ils vont checker peut-être les endpoints et autres, les réponses. Donc, j'ai comme l'impression que la sécurité côté front-end n'est pas importante. On s'est beaucoup plus concentré sur le côté back-end. Maintenant, si c'est un oubli, Non. Oui. Si c'est un oubli maintenant, quels sont selon toi, quelles sont selon toi les bonnes pratiques ou bien qu'est-ce que le front-end doit pouvoir intégrer lui lorsqu'il code par exemple son application front, tout en sachant que le back-end fera aussi son boulot, mais lui en tant que front, qu'est-ce que lui doit faire pour que voilà, son application soit moins vulnérable quand même, que le back-end ait moins de problèmes à gérer à son niveau. Ok. Généralement, le front-end, quand on parle de front-end, c'est que généralement, il y a une API derrière l'application. Et donc, au niveau du back-end, l'API implémente déjà tout le nécessaire, généralement pour le front-end, que ce soit le token qu'il envoie. Donc, dans le token, quand on lit le payload du token, on a généralement la date d'expiration du token. Donc, au front-end de pouvoir lire le token, le contenu du token au niveau de la tag et de vérifier ou d'implémenter les cookies côté client. J'insiste dessus parce qu'il y a différentes sortes de cookies pour une application front-end, par exemple. Donc, nous avons les cookies côté client et les cookies côté serveur. Les cookies côté serveur, ce sont les cookies que le front-end définit au sein même du serveur utilisé pour servir le front-end. Donc, ces cookies-là ne sont pas directement accessibles pour un utilisateur lambda, donc ne peut pas être modifié ni être altéré. Maintenant, il y a les cookies côté client qui sont récupérables par un client, c'est-à-dire un script JS peut récupérer ces cookies-là et ou encore les altérer. Donc, au développeur front-end de pouvoir faire la part des choses en implémentant les cookies là où il le faut. Donc, il ne faut pas implémenter les cookies qui doivent être côté serveur et les implémenter au niveau client, par exemple. Donc, si on prend une session, un cookies de session où quelque part, il y a un développeur front-end qui a implémenté le cookies au niveau client et un autre qui a implémenté le cookies au niveau client, mais avec des flags, c'est-à-dire le HTTP only flag qui permet à ce que n'importe quel script côté client ne puisse pas récupérer ou soit altérer ce cookie-là. Et un autre qui implémente le même cookies, mais sans flag HTTP only. On est d'accord que de l'autre côté, lorsqu'il y aura par exemple une faille, une CSS, c'est-à-dire où toute faille côté client, l'attaquant peut récupérer les cookies de chaque utilisateur et les envoyer quelque part où il aura accès à ça, ou encore les récupérer et les réutiliser. Alors qu'une application où un cookies HTTP only a été implémenté, il n'est pas
facile à un attaquant, même avec une faille XSS ou une faille SSRF ou encore une faille CSRF, de pouvoir récupérer les cookies ou de les réutiliser. Donc, avant qu'il ne puisse récupérer les cookies, c'est qu'il a une faille SSRF côté serveur, par exemple, okay, ou une faille côté serveur qui lui permet d'exécuter un script et de récupérer les cookies et de les envoyer là où il veut, par exemple. Donc, il est essentiel pour un développeur front-end de pouvoir faire la part des choses à ce niveau-là et ensuite de pouvoir faire la part des choses au niveau des données qu'il doit envoyer au niveau de l'API. Donc, en prenant en compte les bonnes pratiques de développement côté front-end, le front-end aussi aide à l'amélioration de la sécurité de l'application. Donc, il n'y a pas que le back-end qui est chargé de faire ça. Mais on met beaucoup plus la pression sur le back-end parce que c'est lui qui est au niveau serveur, ok? C'est lui qui est à 80% le cœur de l'application en tant que tel. Donc, si un front-end, le front-end aussi peut, par exemple, si je considère l'exemple du même type, le front-end aussi peut vérifier le format ou le type du fichier grâce au magique avant de renvoyer les données binaires du fichier au niveau de l'API. Et pas que, il y a aussi côté front-end, la gestion des failles de DOS, Denial of Service. Donc, les failles permettant, par exemple, à rendre l'application inaccessible pendant un certain temps. Ça peut être le fait qu'un utilisateur ait envoyé un fichier qui récupère ou qui a besoin de toutes les ressources du serveur de l'application front-end pour pouvoir traiter ce fichier-là, par exemple. Un fichier gigantesque peut rendre l'application lente ou inaccessible pour les autres utilisateurs pendant que le traitement se fait. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte côté front-end. Donc, en suivant généralement les meilleures pratiques de développement, le front-end aussi se met à l'abri de tout ce qui peut déranger ou qui peut atténuer la sécurité d'une application. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord, on va prendre ça pour un oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Jacob, tu me confirmes s'il te plaît, le meet finit d'ici combien de temps? Allô, Jacob? Bon, il n'est pas là. En attendant, Carlos, j'ai une question pour toi. En attendant qu'il revienne, tu as parlé au niveau du A09, du contrôle et journalisation. Alors, supposons que après ce meet, aucun développeur présent n'a le temps de checker tout ce dont on a parlé dans le détail. Quels sont les éléments clés que tu peux recommander de journaliser dans une application web? Comme élément clé qui peut être journalisé dans une application web, on a les requêtes entrants, le type de la requête, que ce soit get, post, patch, etc. Pas les ID, pas tout ce qui est données sensibles de l'utilisateur, parce qu'au cas où le journal fuite, ces données sensibles à fuite avec également. Donc, ça peut être des trucs, des données, ça peut être vous permettant de savoir que oui, cette requête-là a été faite à telle heure et c'est pour modifier telle donnée. Donc,
le path complet de la requête, la date, l'heure à laquelle la requête a été effectuée, et lorsque l'utilisateur ou lorsque le serveur répond également, il faut pouvoir recenser la date, l'heure à laquelle le serveur a répondu à l'utilisateur, etc. Donc, pour donner un exemple de pourquoi il est essentiel de tenir ces informations-là au niveau de la journalisation, supposons un cas où il y a un utilisateur, OK, qui est ou un employé d'une entreprise qui utilise une application d'entreprise au quotidien. Mais un jour, l'entreprise le renvoie et donc avant que il ne donne les accès, ou soit les accès ne soient changés, il a eu le temps de faire des requêtes vu qu'il est à un grand poste, supposons, et qu'il a accès aux accès de ses autres collaborateurs. Donc, il peut prendre, par exemple, les données ou les accès d'un de ses collaborateurs pour perpétuer des mauvaises actions sur l'application au nom du collaborateur. Donc, lorsqu'il va arriver l'heure de l'investigation, les équipes de sécurité ou d'analyse SOC vont faire leurs investigations et il faut pouvoir recueillir des données leur permettant de tracer les actions qui ont été effectuées sur l'application. Donc, l'adresse IP avec laquelle le client a eu accès au serveur doit pouvoir être loguée. Donc, et l'heure auquel il a eu accès doit pouvoir être logué. L'action qu'il a effectuée doit pouvoir être loguée. Mais sans autant loguer tout ce qui est confidentiel ou qui ne doit pas apparaître dans les logs. Donc, niveau front-end, ça c'est côté back-end. Niveau front-end, par exemple, il y a des logs qu'on fait au niveau du front-end pour pouvoir réussir à débugger une application niveau front-end. Donc, il ne faut pas loguer les informations sensibles sur un utilisateur parce que les logs peuvent être récupérés lorsqu'il y a une attaque côté client, par exemple. Donc, voilà ce qui peut être bien de récupérer au niveau des logs. Maintenant, dépendant de la politique et de la manière dont les fichiers de log sont sauvegardés ou sont stockés, si c'est stocké de manière très sécurisée, on peut se permettre, à la limite, de stocker des données pour pouvoir mieux faire des investigations. Ça dépend. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est assez clair à mon niveau. Merci bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je suis en train de voir dans le chat Nathan, Léonel, Freud. Je ne sais pas si vous avez des questions. Nous avons aussi Christina. Hein. J'avais laissé... Ok, oui, je dis quelle, s'il te plaît. Il s'agit de quelle question? D'accord. Concernant le front, comment est-ce qu'on peut, de manière safe et strong, encrypter le payload envoyé au back-end? Je pars du principe qu'on a le TLS, SSL et tous les basiques. Bon, le cas d'un form data est celui d'une API. API front.js. Le cas de Vue.js, par exemple. Donc, Carlos, est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Ouais. Je crois que son contexte n'est pas bien spécifié, mais je crois savoir quelle est sa préoccupation. En gros, tu as une préoccupation où une application front-end envoie des données, ok,
à un serveur et que tu ne voudrais pas, par exemple, que ces données-là soient interceptées par un tiers et ensuite qu'ils soient modifiés, OK, et puis renvoyés à ton insu. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Que le payload, qu'on ne puisse même pas savoir ce qui a été envoyé, que, enfin, celui qui remplit du côté front sait ce qu'il a rempli, mais s'il y a peut-être une extension malware dans un navigateur enfin, côté client qui écoute par exemple les requêtes, enfin, qui ne puisse pas décrypter le payload, quoi. Le payload est encrypté côté front, on envoie côté back et puis on décrypte là-bas. Il n'y a que le front et le back et celui qui a rempli les données qui savent exactement ce qui a été envoyé. J'ai déjà vu ça passer rapidement quelque part, mais je ne sais pas comment ça s'implémente. Donc, si on peut avoir une idée sur ça, et surtout, est-ce que tu penses que c'est une bonne approche? Parce que c'est pas parce que ça a été implémenté quelque part que c'est forcément une bonne approche. Donc, voilà. Ouais, c'est une bonne approche et c'est ce qui devrait faire logiquement parce que en cas d'attaque de type man de middle ou d'attaque de l'homme de milieu, c'est généralement ces genres de cas où on a soit une application mobile, OK, qui envoie des données à une API. Donc, au niveau de l'application mobile, on a souvent un certificat qui doit être vérifié au niveau de la requête qui est envoyée, SSL ou TLS. Donc, ce certificat-là, si au niveau du mobile, un hacker essaie de bypasser ce certificat, OK, et qu'il arrive à le faire, c'est-à-dire il va pouvoir lire les requêtes cryptées de l'application mobile qui est envoyée à l'API. Il intercepte, il les décrypte, il lit le contenu, il altère le contenu et renvoie la requête. Donc, si, supposons, il fait une requête et qu'il il veut faire un achat, ce genre de cas-là, je crois que ça a été déjà, ça s'est déjà passé une fois avec Amazon, je crois, où il y a il y avait la possibilité de pouvoir faire des achats sur Amazon sans réellement payer le prix de l'article. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Et donc, pour pouvoir le faire, il y a plusieurs process, mais généralement, c'est une communication en deux tiers. Donc, il faut pouvoir crypter les données d'un côté et les décrypter d'un autre. Donc, il faut pouvoir avoir une clé pour crypter, une clé publique pour crypter et une clé privée pour décrypter. Donc, dans ce cas-là, je te suggérerais d'utiliser, par exemple, je crois que ça s'appelle les certificats. C'est généralement utilisé au niveau des protocoles inter-microservices. Les protocoles comme gRPC qui envoient des requêtes, OK, entre microservices, donc, pour pouvoir s'assurer de l'intégrité et de la confidentialité des données qui sont transmises. Le client utilise une clé publique pour crypter la donnée et envoie la donnée cryptée. Donc, même si au niveau du passage, le hacker, il intercepte, il faudrait qu'il puisse avoir la clé privée pour pouvoir décrypter et pouvoir modifier ensuite crypter avant de renvoyer la requête. Donc,
dans ce cas-là, un système où tu implémentes des certificats générés ou des clés générées SSH ou TLS en utilisant OpenSSL, OK, peut t'aider à pouvoir pallier à cela. Mais il faut savoir que les clés privées doivent être sécures et gardées quelque part inaccessibles. Donc, ça ne doit pas être transmis. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord. Bon, on va prendre ça pour un Oui, oui. c'est bon, j'ai compris Ok, le point. Merci. super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le mythe, sinon on va clôturer. Euh, bon, clôturer. Après l'after meet, pour ceux qui veulent rester, il y aura un after meet. Mais avant même qu'on ne clôture, j'ai une information à vous passer, c'est que demain, nous prévoyons la check-out party. C'est un membre de la communauté qui nous a envoyé à checker et par rapport à ça, voilà, quelque chose a été organisé. La participation, c'est seulement à 3000 francs. Vous envoyez ça sur les numéros indiqués dans le visuel et on se retrouve demain. Bon, demain en tout cas, moi j'y serai. Donc on se retrouve demain pour partager un repas ensemble. C'est aussi ça la communauté. Ça fait toujours plaisir de revoir les gens et échanger de beaucoup de choses en dehors même de ce qu'on fait virtuellement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clôturer le meet d'ici 2 à 3 minutes. Ok, super, pas de questions pour le moment. Alors, merci à tout le monde de nous avoir rejoints pour ce meet. Merci beaucoup, Carlos, d'avoir préparé la présentation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Peut-être qu'il y aura euh, une autre, comment dire, un autre épisode, parce que je sens que beaucoup de gens ne se sont pas encore exprimés, donc peut-être qu'ils attendent de mieux s'armer pour, euh, pour te poser la question. Il y a Zénon qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, Zénon. Zénon est venu pour l'after meet. Ah, d'accord. Parce qu'il sait qu'il y a D'accord. l'after meet qui est là. Il est venu pour Ok, l'after. super. Donc, Gojanda est là. Je te laisse clôturer alors. Bon, je te dis merci, Carlos, pour cette présentation. Tu as ouvert le bal pour l'année communautaire 2024-2025 et je pense que c'est plié comme ça, hein. Vous avez déjà le programme, le calendrier du mois. Donc, rendez-vous le 16 pour la session Django en matinée et en soirée pour le discutant en dev, ce que j'aurais aimé savoir en tant que développeur. Donc, nous allons accueillir ici un foufou qui va nous dire un peu ce qu'il aurait aimé savoir quand il était développeur. Enfin, quand il a débuté en développement, voilà, en tant que programmeur. Il a eu plus de 10 ans d'expérience, donc ça nous permettra peut-être de tirer 2, 3 astuces qui vont nous permettre de capitaliser sur nos petites années d'expérience en tant que développeur. Si possible, de permettre aussi à d'autres personnes qui ont peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans aussi de nous partager un peu le secret de leur réussite en tant que développeur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura l'épisode 2. Ça dépendra, hein, on verra bien. Ça dépendra des soifs que vous avez. Et sur ce, je vous dis bonsoir à vous. Reposez-vous bien, mangez bien et à demain pour la check part. Ciao, ciao et paix sur vous.